Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Bounaim Bay. Je suis militant dans deux organisations, une qui est à la fois une qui est ancrée dans les luttes des quartiers populaires en France et une autre qui est ancrée, qui s'engage dans la lutte contre le néocolonialisme et le colonialisme en Afrique. Bon, comme il est un peu tard, je vais essayer de ne pas vous endormir, d'autant plus que je passe après Rami qui a fait une intervention plus que magistrale, qui vous a un peu réveillé aussi, je pense. Et en parlant de réveil, je voulais commencer, je ne vais pas citer autant de versets que les camarades et les frères qui sont passés tout à l'heure, mais je voulais commencer par un verset que certains d'entre vous, voire la plupart d'entre vous, récitez tous les matins. Donc c'est à partir du verset 190 de la sourate Ali Imran. Donc, Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Donc, dans la création des cieux et de la terre, dans l'enchaînement du jour, de la nuit et du jour, il y a des signes pour les gens doués de raison. Et c'est aux doués de raison, les ulil albab, et aussi les ulil qulub, les doués de cœur, que je voulais adresser ce message, l'exposé que je vais essayer de faire. Je vais essayer de le faire dans un temps qui n'est pas très long, parce qu'on est un peu pris par le temps. Donc ces doués de raison et ces doués de cœur, on les retrouve dans toutes les religions. Donc, et c'est aussi ce que je vais essayer de démontrer à travers l'exemple que je vais vous donner. Donc dans la lutte contre l'apartheid et dans le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien, on a des gens de toutes les religions. Donc certes, on est dans une soirée qui est adressée prioritairement aux musulmans. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont là sont musulmans. Mais ce qu'on est en train de voir, aujourd'hui, on le savait avant même le 7 octobre, c'est que la solidarité avec le peuple palestinien transcende toutes les religions. Okay, vous avez des chrétiens, vous avez des musulmans, vous avez des juifs, vous avez des athées. Donc c'est à tous ces gens-là que je voulais adresser le message, même si aujourd'hui, dans cette salle, il y a une majorité de musulmans. Donc, moi, je voulais parler des origines de la solidarité anticoloniale entre l'Afrique du Sud et la Palestine. Donc, quelles sont les raisons, quels sont les facteurs de cette solidarité-là qu'on a vu récemment quand l'Afrique du Sud, contrairement à la plupart des pays arabes, et je dirais même des pays musulmans, a intenté, devant la Cour internationale de justice, une démarche pour faire condamner Israël pour génocide contre le peuple palestinien. Donc je vais vous parler des origines de cette solidarité anticoloniale et aussi des leçons que l'on pourrait en tirer pour la lutte anticoloniale et la lutte anti-impérialiste, y compris en France. Quand je parle de colonialisme et d'impérialisme, je parle de choses très concrètes. D'ailleurs, certains des camarades en ont parlé tout à l'heure, je vais donner d'autres exemples. Mais effectivement, quand il y a notre frère Naël qui a été assassiné en juillet 2023, la police française, Darmanin, a envoyé un fax, au service de sécurité israélien, à Ben Gvir, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Donc on nous dit que c'est l'extrême droite israélienne qui est horrible, etc. Donc dans l'exposé, je vais essayer de vous démontrer qu'en fait, c'est un pléonasme. Quand on parle de colonialisme sioniste d'extrême droite, c'est un pléonasme, c'est la même chose. La gauche israélienne, soi-disant, qu'on a essayé de nous prendre pendant des décennies, là on est en train de voir qu'ils sont tous en train de participer au projet colonial sioniste qui est un projet d'extermination et d'expulsion et de nettoyage ethnique en Palestine. Donc je vais parler un peu du contexte historique en essayant de ne pas être trop long. Mais je voulais faire quelques remarques préalables. Donc la première, c'est que moi, je suis ni historien, ni étudiant d'histoire, et je n'ai aucun complexe par rapport à ça. L'histoire est une chose beaucoup trop sérieuse pour la laisser aux seuls historiens. J'ai beaucoup de respect pour les historiens, mais pour nous, l'histoire, c'est un outil qui nous permet de comprendre le présent et de forger un futur glorieux. Donc l'histoire dont je vais parler, malheureusement, vous n'avez pas énormément de ressources, notamment en français, sur cette histoire-là. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il m'a semblé très important de la rappeler. Et l'histoire aussi très importante parce qu'elle fait l'objet d'instrumentalisation de la part de ceux qui veulent soit justifier la persécution actuelle du peuple palestinien, soit justement réécrire l'histoire pour faire oublier le rôle très mauvais qu'ils ont eu par le passé. Je vous donne un exemple. En 2015, Netanyahou déclarait devant l'organisation juive mondiale, je crois, il disait qu'en fait, Hitler ne voulait pas exterminer les juifs. Je ne sais pas si vous en souvenez. Il disait que c'était le mufti de Jérusalem de l'époque, Amin al-Husseini, si je ne me trompe pas, qui a suggéré à Hitler qu'il fallait exterminer les juifs. Donc selon lui, Hitler voulait juste expulser les juifs d'Allemagne, mais
c'est le Mufti de Jérusalem qui lui a suggéré d'exterminer les Juifs. Et l'idée, quelle idée derrière ça? C'est de nazifier les musulmans, en fait. C'est de dire qu'en fait, islam et nazisme, c'est la même chose. Donc Israël ne combat pas des Palestiniens, il ne combat pas des colonisés, mais les musulmans nazis. Okay, donc c'est très important de connaître l'histoire parce que l'histoire fait l'objet d'instrumentalisation permanente. La deuxième raison, c'est que malheureusement, dans beaucoup de milieux militants, y compris dans la génération actuelle, il y a une coupure entre les combats qui ont été menés par nos ancêtres, par nos prédécesseurs, et les gens qui s'engagent actuellement dans la lutte. C'est pour cette raison d'ailleurs que Frantz Fanon, donc Frantz Fanon, pour ceux qui ne savent pas qui c'est un des plus grands révolutionnaires du XXe siècle, né martiniquais mais mort algérien. En fait, il était déployé comme psychiatre à l'hôpital de Blida. Hein, les Algériens, je pense que vous connaissez très bien cet endroit, surtout depuis la défaite face au Cameroun. Bon, ça c'est une petite blague que je fais. Donc, Frantz Fanon, le psychiatre révolutionnaire algérien, né martiniquais, mort algérien, il disait que dans les pays sous-développés, les générations précédentes ont à la fois résisté au travail d'érosion poursuivi par le colonialisme et préparé le mûrissement des luttes actuelles. Et là, il nous le dit, il nous faut perdre d'habitude, maintenant que nous sommes au cœur du combat, de minimiser l'action de nos pères ou de faire l'incompréhension devant leur silence ou leur passivité. Ils se sont battus comme ils pouvaient avec les armes qu'ils possédaient alors. Voilà, avec les armes qu'ils possédaient alors. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'engagent dans les luttes anticoloniales, dans les luttes anti-impérialistes, qui n'ont pas la mémoire de ce qui a été fait avant. Et ça, c'est très inquiétant parce que ça pousse certains d'entre nous à faire des erreurs qu'on aurait pu éviter si on avait une meilleure mémoire de ce qui a été fait avant. Et ça pousse aussi certains à sous-estimer ce qui a été fait avant. Donc, la deuxième raison pour laquelle l'histoire, le contexte historique m'a paru très important aujourd'hui dans le contexte d'analyse des relations entre l'Afrique du Sud et la Palestine. La quatrième raison, c'est qu'en fait, l'histoire de l'antisémitisme est souvent instrumentalisée pour délégitimer les causes, la lutte du peuple palestinien et de toutes les personnes ou de tous les groupes qui sont solidaires. Je vous donne l'exemple de la réécriture de l'histoire de la lutte contre l'apartheid dans les pays occidentaux. Donc là, c'est Ramzi Baroud, donc, qui est un militant palestinien, américain, journaliste et militant palestinien américain. Donc lui, il s'est rendu plusieurs fois en Afrique du Sud. Donc dans un de ses voyages, il était étonné de voir à quel point, au sein du peuple sud-africain, il y avait autant de soutien pour la Palestine. Lui, il ne comprenait pas, en fait. Et c'est dans ce contexte-là qu'il disait, et là je cite Ramzi Baroud, il disait « Je connaissais déjà cette guerre qui a été menée parallèlement à la résistance populaire massive organisée par les Sud-Africains, ordinaire à tous les niveaux. Je savais également que le discours relatif au mouvement de libération anti-apartheid avait été largement réécrit à la suite de la libération de Mandela en février 90, dans le but de marginaliser de nombreux acteurs ayant joué un rôle clé dans le soutien aux Sud-Africains qui ont fini par renverser le régime d'apartheid. » Donc en fait, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de librairies, de ronds-points, de places Mandela. D'ailleurs, il y en a une qui n'est pas très loin, que je connais très bien, vu que j'habitais pas loin d'ici avant. Donc, il y a les puissances occidentales ont tout fait pour gommer, pour faire effacer le soutien massif qu'ils apportaient au régime d'apartheid. Okay, donc là, on voit que ce sont les mêmes puissances qui sont en train d'armer Israël de manière massive également. Donc, pour faire oublier le soutien massif qu'ils apportaient au régime d'apartheid, alors que des pays comme la Libye, Cuba et les pays du bloc socialiste aussi aidaient les militants qui se battaient contre l'apartheid. Donc là, ils ont réinvesti, ils ont sacralisé la figure de Mandela pour faire oublier le soutien des Palestiniens, par exemple, à la lutte contre l'apartheid. Et il y a un dernier élément, c'est un élément que je vais mentionner un peu plus tard dans ma démonstration, c'est la contribution des Juifs sud-africains dans la lutte contre l'apartheid. Ça aussi, c'est une histoire qui est très peu connue et qui fait l'objet d'une instrumentalisation, voire d'une falsification, y compris en Israël. Là, je vous cite une information que j'ai trouvée sur le site de l'organisation, d'une organisation sioniste sud-africaine qui s'appelle la Fédération sioniste sud-africaine. En novembre 2022, ils ont annoncé qu'ils allaient créer et qu'ils allaient aménager un parc de 5000 m², donc qui s'appelle, là je vous donne le nom, Gad Siabonga, Gad qui veut dire parc en hébreu, et Siabonga qui veut dire nous vous remercions en zoulou. Donc c'est un parc qui a été aménagé pour rendre hommage aux Juifs sud-africains qui ont combattu l'apartheid, ce qui est doublement tragique, et qui est à la fois tragique et drôle. Tragique parce que c'est une manière d'assassiner la mémoire de ces Juifs sud-africains qui, pour la plupart,
était antisioniste, ok? Et tragique parce que un des principaux soutiens du régime sud-africain d'apartheid de l'époque, c'est Israël. Le premier fournisseur d'armes au régime sud-africain à l'époque, entre les années 80 jusqu'à la chute du régime d'apartheid en 1994, y compris en matière de coopération nucléaire, c'était le régime d'Israël, c'était le régime sioniste. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les mêmes qui ont trahi, qui ont livré les juifs sud-africains qui ont combattu contre l'apartheid, retournent leur veste en nous disant qu'ils vont remercier des gens qu'ils ont parfois livrés aux autorités sud-africaines pendant l'apartheid. Donc voilà, donc pour comprendre le soutien de l'Afrique du Sud à la Palestine, je voulais commencer par une anecdote. Je ne sais pas si les gens ici se souviennent, s'il y a beaucoup de gens qui se souviennent de l'affaire Richard Goldstone. Richard Goldstone, c'est un juif sud-africain qui, au moment de l'opération Plan Durci, donc fin 2008, avait écrit un rapport dans lequel il accusait l'armée israélienne d'avoir commis des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. Et il se trouve que Richard Goldstone est un juif sud-africain. Donc ce qui s'est passé à l'époque, c'est que les soutiens du régime d'occupation, du régime colonial, ont organisé une campagne de dénigrement public contre Richard Goldstone en l'accusant d'être un juif animé par la haine de soi. Et il y en a un même qui l'a comparé à Joseph Mengele. Donc Joseph Mengele, je ne sais pas si vous savez qui c'est, c'était le médecin d'Auschwitz. C'était un chimiste qui faisait des tests sur les corps à Auschwitz. Donc c'est pour vous dire le degré de cynisme auquel les autorités israéliennes sont prêtes à aller pour diaboliser tous ceux qui, y compris des juifs sionistes, qui dénoncent le traitement qui est fait aux Palestiniens. Et en fait, dans la technique qu'ils ont utilisée, ils ont balancé quelques cadavres du juge Goldstone. Ils ont notamment sorti le fait que pendant qu'il était juge sous l'apartheid, il a fait condamner à mort, à la pendaison, 28 Noirs sud-africains. Donc, le président de la Knesset d'Israël à l'époque, il a dit, mais comment on va se faire donner des leçons par quelqu'un qui a travaillé avec un régime qui a opprimé des millions de Noirs. Okay. Donc quand on voit ça, on se dit, bon, ça veut dire intuitivement qu'Israël était du côté des Noirs sud-africains à l'époque. Or, c'est exactement l'inverse. Et d'ailleurs, en 1976, il y a le premier ministre d'Afrique du Sud, qui s'appelle John Vorster, à l'époque. Donc lui, c'est un ancien nazi. C'est un ancien sympathisant nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1976, il a été accueilli en grande pompe en Israël par le Premier ministre, notamment par le Premier ministre de l'époque, Yitzhak Rabin, que l'on présente comme une colombe, comme un artisan de la paix. Okay. C'est la gauche, c'est la gauche israélienne, Rabin. Donc Rabin qui dit à Vorster, Premier ministre d'un régime qui opprimait des millions de Noirs et ancien sympathisant nazi, il lui disait, à l'occasion d'un banquet organisé à son honneur, donc Rabin disait à Vorster, nous suivons ici avec sympathie vos propres efforts historiques pour parvenir à la détente sur votre continent, pour construire des ponts vers un avenir sûr et meilleur, pour créer une coexistence qui garantira une atmosphère prospère de coopération pour tous les peuples africains sans ingérence ni menace extérieure. Bon, c'est un peu long, j'ai préféré vous le citer parce que c'est le genre d'information que vous ne trouverez jamais nulle part écrit en français. Tout ça, ce sont des livres qui sont assez difficiles à trouver, qui ont été publiés. Donc là, le livre dont je vous parle, il a été publié en 87, à une époque où on savait très peu des relations entre Israël et l'Afrique du Sud. Donc pour comprendre la relation de l'Afrique du Sud, le soutien de l'Afrique du Sud à la Palestine, il faut prendre en compte le fait que Israël, depuis sa création, a systématiquement soutenu les campagnes de déstabilisation et d'oppression des peuples qui luttaient contre le colonialisme et pour leur libération. Ça a été le cas en Afrique du Sud, ça a été le cas en Angola, ça a été le cas en Algérie. En 1956, Israël a fait partie de la coalition qui a attaqué l'Égypte de Nasser, qui, à l'époque, soutenait les révolutionnaires algériens. Et là, j'avais retrouvé un passage que je vais vous citer en partie, parce qu'il est un peu long, et parce que le temps file, qui parlait de la manière dont les Sud-Africains de l'époque percevaient le régime d'Israël et comment dire, l'animosité qu'ils avaient envers ce régime-là parce qu'ils participaient directement à l'oppression de millions d'Africains. Donc là, je cite la dernière partie. Donc l'archevêque Desmond Tutu, lauréat du prix Nobel, a été plus direct lorsqu'il a déclaré aux invités d'un petit déjeuner organisé à San Francisco par le Congrès juif américain qu'il était troublé par les informations faisant état de la collaboration d'Israël avec l'Afrique du Sud, avec un gouvernement dont les politiques rappellent tellement celles des nazis, tout en soulignant les contributions de certains juifs
à la lutte contre l'apartheid, tout à part le passé critiqué Israël pour son monopole sur l'Holocauste. Et en conclusion, l'auteur disait « Il convient également de noter que les Sud-Africains, comme d'autres peuples du monde, considèrent les activités d'Israël comme un prolongement de la politique américaine. Si le rôle d'Israël dans la répression interne exercée par l'Afrique du Sud, y compris le rôle actif d'Israël dans les Bantoustans, est une question de perception, les preuves s'accumulent malgré les efforts acharnés pour maintenir le secret de l'implication d'Israël dans les agressions étrangères de l'Afrique du Sud contre la Namibie et les États de la ligne de front. » Donc ça, c'était pour la partie sur les origines du soutien de l'Afrique du Sud à la lutte de libération du peuple palestinien. Donc quand on parle d'anticolonialisme, quand on parle d'anti-impérialisme, on parle de choses très concrètes. On n'est pas là en train de faire des grandes théories qui sont enseignées dans les universités, on parle en fait de la survie des peuples. Okay, donc c'est pour cette raison-là que l'Afrique du Sud, 30 ans après Mandela, parce que Mandela en 1993 avait déclaré « Nous n'oublierons jamais le soutien d'Israël au régime d'apartheid ». Donc 30 ans plus tard, les descendants de Mandela et certains de ses camarades ont traduit Israël devant la Cour internationale de justice. J'avais une toute petite partie sur l'héritage des Juifs qui sont engagés dans la lutte contre l'apartheid, et beaucoup d'entre eux étaient d'ailleurs antisionistes. Ils étaient aussi des soutiens acharnés de la lutte du peuple palestinien, notamment des personnes comme Ruth First. Ruth First, en fait, c'était une journaliste, une universitaire, une militante juive sud-africaine qui a été assassinée par le régime sud-africain en 1982, il y a plus de 40 ans. Son mari aussi, Joe Slovo. Donc tout ça sont des juifs sud-africains qui sont engagés à la fois dans la lutte de libération du peuple sud-africain, okay, contre un régime qui était soutenu par Israël, mais c'était aussi des militants anticolonialistes qui étaient engagés dans le mouvement de solidarité avec beaucoup de peuples luttant contre le colonialisme, dont le peuple palestinien. Ok. En conclusion, je voulais parler des leçons qu'on pouvait tirer du soutien de l'Afrique du Sud à l'apartheid. La première leçon, c'est que le soutien à la lutte de libération du peuple palestinien est une nécessité politique, c'est une nécessité éthique et c'est une nécessité juridique. Pourquoi ? Parce que la Palestine est aujourd'hui le laboratoire du colonialisme global, en particulier le colonialisme sioniste, okay, soutenu par le colonialisme occidental. Pourquoi laboratoire? Parce qu'Israël aujourd'hui est un des principaux exportateurs d'armes au monde, comme vous le savez, 12e exportateur selon les chiffres qui sont donnés par les instituts officiels. Mais ces armes-là, elles sont testées en Palestine, avant d'être exportées dans le reste du monde. Okay. Donc les Palestiniens, donc, quand le ministre de la Défense israélien dit que les Palestiniens sont des animaux humains, il ne trahit pas sa pensée. Il ne fait que confirmer ce que beaucoup d'entre nous savons et que nous pouvons constater tous les jours. C'est-à-dire que quand il sort des armements, il considère les Palestiniens comme des rats de laboratoire sur lesquels on va tester des technologies de répression, des technologies de surveillance et des technologies de mise à mort qui sont ensuite exportées dans le reste du monde. C'est la même chose qu'ils ont fait pendant la période de l'apartheid et c'est la même chose qu'ils continuent de faire maintenant. On voit aussi que en termes d'exportation de technologies de surveillance et de répression des populations, Elbit, qui est une des principales entreprises d'armement d'Israël, est aussi très fortement impliquée dans la construction des barrières de protection des frontières, soi-disant. Okay, donc ils investissent énormément dedans. C'est un des acteurs principaux. Et moi, quand j'étais en 2017 au Mexique, les Mexicains étaient très énervés parce qu'il y avait une polémique en fait de Netanyahou qui avait fait un tweet pour féliciter Trump pour son projet de mur parce qu'il disait à Trump que les murs fonctionnaient parce qu'Israël avait construit un mur pour empêcher les terroristes, selon eux, mais aussi, et ça je reprends des termes de Netanyahou, c'était pour empêcher. Donc il considérait que l'invasion d'Israël par des millions de migrants africains était pire que l'infiltration de ce que lui il appelait les terroristes. Donc c'est aussi une manière de vendre la technologie israélienne aux pays européens et aux pays occidentaux. Donc la Palestine reste encore là un laboratoire. Et dernier exemple, en 2020, après la mort de George Floyd, il y a eu une polémique parce qu'il y a une des principales organisations antiracistes, soi-disant, mais très impliquées dans le soutien au régime sioniste, qui s'appelle l'Anti-Defamation League. C'est l'équivalent de l'ALECRA
pour faire vite ici, en fait, ils ont sorti un mémo pour dire qu'il fallait cesser la collaboration entre les séances de formation des policiers et militaires américains en Israël. Donc à ce moment-là, il y a beaucoup de militants noirs américains qui ont fait le lien direct entre la violence policière dont ils sont les premières victimes aux États-Unis et le colonialisme israélien. Là encore, les Palestiniens servent de laboratoire à des techniques qui sont ensuite appliquées aux Noirs américains, mais aussi en France. Parce qu'en 2005, comme en 2023, quand il y a eu les soi-disant émeutes, qui étaient en fait des révoltes urbaines, Nicolas Sarkozy avait fait venir une délégation du ministère israélien de la Sécurité pour faire profiter la France de l'expertise. Et je conclue sur ça. Donc la Palestine est à la fois un laboratoire du colonialisme global, dont le fer de lance au Moyen-Orient et le colonialisme sioniste, mais c'est aussi le fer de lance de la lutte. La Palestine, c'est aussi le pont, la tête de pont, le fer de lance de la lutte anticoloniale au XXIe siècle. Et je le dis pour 3 raisons principales. Parce que la Palestine est le seul projet de décolonisation, un des seuls projets de décolonisation inachevés du XXe siècle. Quand il y a eu la conférence tricontinentale pour les peuples du tiers-monde en 1966, organisée à La Havane, donc d'ailleurs un des organisateurs était Mehdi Ben Barka, qui a été assassiné en France dans des conditions très mystérieuses, avec le soutien du Mossad à l'époque. Donc il y a plusieurs pays dont les luttes de libération étaient mentionnées à l'époque. Donc il y avait l'Afrique du Sud, il y avait le Vietnam, il y avait les colonies portugaises, donc Angola, Mozambique, Cap-Vert, il y avait aussi la Palestine. Donc 70 ans plus tard, la Palestine est le territoire qui reste à décoloniser. La Palestine est aussi le fer de lance de la lutte anticoloniale, parce que on est en train d'assister au début de la fin, et ça je ne vais pas trop développer parce que Rami l'a dit parfaitement, on est en train d'assister au début de la fin du projet colonial sioniste en tant que projet de colonisation de peuplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Rami a donné quelques chiffres. Moi, il y a un chiffre qui m'avait frappé. C'était, je l'avais vu dans la presse israélienne, c'était, selon eux, il y a actuellement 5000 soldats blessés israéliens. Vous savez qu'en Israël, il y a une censure. Hein. Les chiffres sont contrôlés avant d'être donnés. Donc, d'après les projections du ministère israélien de la Santé, il y aura 20 000 blessés, okay, 20 000 soldats blessés à l'issue du conflit, dont ils ne savent pas quand est-ce qu'il va se terminer. Donc, on est en train de voir que la campagne de nettoyage ethnique et d'expulsion des Palestiniens, c'est une campagne qui, sur le plan militaire, est vouée à l'échec. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je dis que la Palestine est le fer de lance de la lutte anticoloniale au XXe siècle, parce que les Palestiniens, ce qu'ils sont en train de réussir maintenant, je l'espère, sera une source d'inspiration pour tous les peuples qui luttent contre le colonialisme. Et je voulais conclure par un vers, pas un verset, hein, quelques vers, d'un poème d'un poète tunisien. Je ne sais pas s'il y a des Tunisiens dans la salle, mais je pense que vous reconnaîtrez. Donc Abou Qasim al-Sharabi, qui disait, donc là j'ai un peu modifié les vers, donc en arabe ça donne « Ida shabu filistini yawman arada al-hayat, fala budda an yastajib al-qadar, wala budda lil-layli an yanjali, wala budda lil-qalbi an yatasam » Donc lorsqu'un jour le peuple palestinien aspirera à vivre, le destin se devra de répondre, les ténèbres se dissiperont et les chaînes se briseront.